l'actualité ce soir, la terre, capitale de production pour les agriculteurs, est malheureusement interdite à la femme dans bien de sociétés au Burkina Faso. Considérées comme étrangères, elles sont donc exclues des titres de propriété. Les rares lopins qu'elles exploitent appartiennent aux hommes. Et parmi ces femmes interdites de posséder la terre, les veuves sont légion. Après le décès du mari, les biens reviennent à la famille et les mâles en font leur affaire. Mais comment faire quand la terre appartient à l'homme? Et pour les veuves, comment les pouvoirs publics garantissent leurs droits? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, la saison des pluies n'est pas seulement propice à la culture, c'est aussi la période de prolifération des vecteurs de certaines maladies comme le paludisme ou la dengue. Le paludisme qui est également la première cause de mortalité. Que faire dans les formations sanitaires pour ne pas se laisser surprendre? Le docteur Brice Wilfried Bikaba est notre invité. Il est directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Il viendra répondre à nos questions. Au Pakistan, le bilan est extrêmement lourd dans l'incendie d'un camion-citerne ce 25 juin. Le véhicule transportant du pétrole a pris feu ce dimanche après un accident à Balavour, dans le centre du pays. L'explosion de la citerne a tué au moins 123 personnes selon un responsable local. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Aménager environ 40 000 hectares de bas-fonds d'ici à l'horizon 2020, le gouvernement burkinabé est déterminé à investir dans la culture du riz. Ce 22 juin à Zinkoné, dans la commune de Danon, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques s'est voulu précis sur cette initiative. En plus de l'accompagnement pour l'aménagement des bas-fonds, le gouvernement apportera environ 10 000 tonnes d'engrais minéraux et 2 000 tonnes de semences aux producteurs. Des réalisations qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Explication, Justin Karambiri et Aboubacar Traoré. Cette remise d'intrants et de semences au groupement de producteurs de bas-fonds, ici dans la commune de Danou, marque le démarrage officiel de l'initiative riz de bas-fonds 2017-2020. Un projet inscrit dans le Plan national de développement économique et social PNDS qui envisage réduire l'importation massive de riz au Burkina. Nous ambitionnons aménager et soutenir la mise en valeur de 40 000 hectares de bas-fonds à l'horizon 2020. Distribuer à prix subventionné aux producteurs 10 000 tonnes d'engrais minéraux et 2 400 tonnes de semences de riz. Produire ainsi 280 000 tonnes supplémentaires de riz à l'horizon 2020. Ce qui va permettre, selon le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, de réduire d'environ 25 milliards de francs CFA la sortie des devises pour l'achat de riz importé. Équiper 800 groupements d'étuveuses de riz. Accompagner la création de 20 unités de transformation de riz. Et réduire la facture d'importation de 25 milliards 200 millions de francs CFA. Cet objectif ne pourra être atteint selon le ministre que par la promotion de bonnes pratiques et en cela le gouvernement veut donc s'appuyer sur l'expérience de la Fondation Dreyer, pionnière dans l'exploitation des bas-fonds dans la commune de Danou. Ainsi, le ministre en charge de l'agriculture a visité le bas-fonds rizicole de 10 hectares de la Fondation dans le village de Zinkoné et sa rizerie cantine scolaire alimentée par des énergies renouvelables. Et puis les nouvelles de la campagne agricole dans le centre-nord. Les paysans sont très occupés par les travaux champêtres et la situation pluviométrique augure l'espoir. Seul bémol, l'accès aux intrants et aux semences améliorées qui demeurent la croix et la bannière pour les producteurs. Constat sur place avec Dramandadian. Pas de repos pour Alassane. Les vacances scolaires à peine annoncées, il est au champ. Du labour pour faire pousser le mil sur ces hautes terres. Et pendant les saisons pluvieuses, moi je cultive. Mais cette année, je pense que quand on regarde déjà là, les pluies qui tombent là, on peut dire que ça va être bon. Mahamoudou, autre cultivateur de la région du centre-nord. Juste 2 semaines après avoir sémé, son sorgho est au stade de levée. Un début de campagne agricole favorisé par la régularité des pluies. On peut vraiment parler d'un bon début de campagne agricole. J'ai semé une fois et ça a poussé, contrairement à l'année dernière où j'ai repris 2 fois.
À présent, on est préoccupé par la suite de la saison pluvieuse. En la matière, pas d'inquiétude cette année. Foi des techniciens de l'agriculture se référant à la fiche des prévisions météorologiques. Ce que la météo nous envoie par rapport à la prévision sur la campagne. La prévision disait qu'on allait démarrer, la campagne allait s'installer beaucoup plus tôt comparativement à l'année passée. Effectivement, vous avez dû le constater. Si vous regardez ce qu'ils ont dit, voici, ça c'est là où nous avons notre zone comme ça, en rouge là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les prévisions là sont propres, quoi. Une bonne nouvelle pour les producteurs. Si Amidou et sa femme Awa se réjouissent déjà de la bonne santé de leur champ de mil, du sorgho en état de montaison, il est cependant difficile pour le chef de famille de se procurer les intrants agricoles subventionnés par l'État. Voilà, le gouvernement doit prendre en compte les préoccupations des cultivateurs. Chez nous au village, chaque année on nous donne 20 sacs d'engrais. Ça ne saurait suffire et nous autres on est écartés. Donc pour les engrais et les semences, il y a un mécanisme qui est mis en place et qui permet de toucher le maximum de producteurs. Et par commune, on part déposer une certaine quantité. Et le mécanisme dit qu'il faut fractionner la commune en 3 parties. Cette année, on donne une partie, l'année prochaine l'autre partie et la 3e année l'autre partie. Et ainsi de suite de façon tournante. Au bout de 3 ans, on retombe sur les mêmes bénéficiaires. 3 ans d'attente. Pour ces producteurs, le système mérite d'être amélioré afin de permettre au monde paysan d'avoir facilement accès aux intrants, semences et matériel agricole à moindre coût sur la place du marché. Mais dans ce contexte, comment s'en sortir si l'accès à la terre, capitale de production, ne vous appartient pas? Et pourtant, elles sont nombreuses, ces femmes rurales dans le centre-nord, qui n'ont pas droit à un lopin de terre, considéré comme une étrangère. Les coutumes et traditions les excluent de titre de propriété. Les rares lopins qu'elles exploitent appartiennent aux hommes. Pourquoi cela? L'accès à la terre est-elle un leurre pour les femmes au Burkina Faso? On essaie de comprendre avec Draman Dayan. Malgré le poids de l'âge, cette septagénaire demeure fidèle à ce lopin de terre qui lui a été accordé il y a une 50aine d'années juste pour ses besoins de production. Pas de droit de propriété, dit-elle, et pour cause, son statut de femme. Puisque je suis une femme, je ne peux pas être propriétaire terrien. C'est ce qu'on nous a appris. Mais la femme profite des terres de la famille de son époux. Plusieurs années se sont écoulées entre Natum Soma et Sanata. Mais les lignes n'ont véritablement pas bougé en matière de droits des femmes au foncier à cause des facteurs socioculturels. La terre est l'affaire des hommes. Même quand la femme est mariée, elle vient d'ailleurs. Elle ne saurait donc prétendre à une quelconque portion de terre. Ici, la femme peut exploiter un lopin de terre, des terres qui appartiennent généralement à son époux. Mais la terre ne saurait être sa propriété, car elle est étrangère. Même dans son propre village, elle ne peut prétendre avoir des terres. La cause principale serait le fait que la femme est originaire d'un autre lignage. À la question de savoir pourquoi ici la femme n'a pas droit à la terre, le chef de terre est formel. Aux yeux de la tradition, la femme n'a pas de terre. Chacun de nous est issu d'une femme, c'est vrai, mais c'est à l'homme que revient les questions foncières. Donne toujours un lopin de terre à la femme pour qu'elle puisse aussi subvenir à ses besoins. Il faut se plier à la tradition, dit-il. Même si au Burkina les textes préconisent l'égalité d'accès à la terre pour toutes les catégories sociales sans discrimination, il y a encore fort à faire dans la région du centre-nord. On essaie quand même de faire de notre mieux pour qu'en réalité, beaucoup de femmes puissent avoir accès à la terre et travailler à ce que c'est de la terre de bonne qualité pour pouvoir cultiver.
Ce qu'elle voudrait, c'est qu'on les accompagne, on les appuie, qu'on apporte les acteurs qui puissent les accompagner justement, avoir une terre justement pour cultiver. Au niveau des périmètres aménagés par l'État, 30% des terres sont octroyées aux femmes. Une avancée certes, mais pas suffisante selon les acteurs qui plaident davantage pour un accès équitable des femmes à la terre et aux autres ressources naturelles. Et parmi ces femmes interdites de posséder la terre dans le pays, les veuves sont légion. Après le décès du mari, les biens reviennent à la famille et les mâles en font leur affaire, abandonnant le plus souvent la femme à son sort. Mais la bonne nouvelle pourrait venir du fonds d'assistance judiciaire mis en place par le gouvernement burkinabé. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la veuve ce 25 juin à Koupéla, les veuves ont été rassurées de la protection de leurs droits par les pouvoirs publics. Le point est avec Yacouba Gamene et Vincent Tiendrebego. Elle n'a pas fini de pleurer son mari. Elle est poussée à la porte par la famille, laissant tout derrière elle. Ce sketch, joué à Koupéla à l'occasion de la Journée internationale des veuves, a ému plus d'un dans l'assistance, notamment les veuves, qui semblent se reconnaître dans cette injustice sociale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le fonds d'assistance judiciaire, plus rien ne doit être comme avant. Que les veuves sachent aujourd'hui que le gouvernement du Burkina Faso a pris des dispositions pour que, éventuellement, lorsque vous avez perdu votre mari et que les parents de votre mari viennent pour vous spolier, pour prendre les biens que votre mari a difficilement acquis pour vous et vos enfants, que vous avez la possibilité de recourir à l'assistance judiciaire. Il y a ce fonds, il y a la loi 61 de 2015, portant donc prévention et réparation et également répression et prise en charge des victimes. L'application de cette loi permet donc aux veuves de retrouver en tant soit peu leurs droits avec l'accompagnement du ministère en charge de la femme, du ministère en charge des droits humains et de l'ensemble de la société. Cette célébration de la Journée internationale des veuves est organisée par la Fondation Lucie Kaboré Traoré avec la collaboration du ministère de la Femme, représentée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Une manière pour la Fondation d'appeler les communautés à plus de solidarité avec les veuves. Et à l'occasion, cette fondation a fait don de 3 tonnes de vivres et d'autres biens aux veuves. Je vous le disais en titre, la saison des pluies n'est pas seulement propice à la culture, c'est aussi la période de prolifération des vecteurs de certaines maladies comme le paludisme ou la dengue. Attention donc à cette maladie très redoutée pour les mères et les enfants. Comment se prémunir? Explication avec Vincent Tiendrebego. La saison des pluies est là et avec elle la hantise de certaines maladies. Première pathologie redoutée de tous, le paludisme, principale cause de consultation dans les formations sanitaires. Les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants, une maladie aussi invalidante pour les paysans en ces temps de travaux champêtres. Autre pathologie, la dengue. Cette maladie, transmise par le moustique tigre, a défrayé la chronique l'année dernière. Et avec la saison humide, une résurgence de la maladie est à craindre et à prévenir. La saison pluvieuse, c'est aussi celle de certaines maladies d'origine hydrique et des maladies diarrhéiques, avec le manque d'hygiène et la consommation d'eau non potable, surtout en milieu rural. Et pour aller plus loin, pour comprendre davantage, nous sommes avec le docteur Brice Wilfried Bikaba, notre invité. Il est directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Docteur Bikaba, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Et merci de venir répondre à nos questions. On le sait, la période des pluies rime avec une forte prévalence du paludisme dans notre pays. Le paludisme qui est également la première cause de mortalité dans le pays. Que faire dans les transformations et les formations sanitaires pour ne pas être surpris ou pour ne pas se laisser surprendre? Oui, merci de l'occasion que vous nous donnez de parler ce soir de certaines maladies, des maladies donc périodiques et qui ont une recrudescence pendant donc la saison hivernale.
Effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le paludisme, c'est la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause donc, de mortalité au niveau de notre pays. Et il faut dire que pendant cette saison hivernale, il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues pour permettre donc de réduire un peu la charge de cette maladie. Il faut dire qu'en termes de mesures prévues, nous avons un certain nombre d'activités de communication à travers un certain nombre de relais communautaires. Nous avons les agents de santé à base communautaire qui devront également sensibiliser au niveau des différents villages, au niveau des différents ménages, sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Parce que vous savez qu'en 2016, nous avons fait une campagne de distribution de moustiquaires. Nous avons distribué plus de 10 millions de moustiquaires à 4 millions de ménages. Maintenant, entre posséder la moustiquaire et utiliser effectivement la moustiquaire pour qu'elle joue son rôle de protection, il y a un pas. Et justement, pendant cette période, nous allons mettre l'accent en utilisant donc la mobilisation sociale, en utilisant donc les agents de santé à base communautaire. Un certain nombre d'actions également de communication à travers les masses médias seront faites, notamment les différents spots au niveau des différentes télévisions, au niveau des différentes radios. Et cela également permettra de renforcer les activités de sensibilisation. Au-delà de cela, nous avons un certain nombre de stratégies également qui sont prévues au niveau des formations sanitaires. Il s'agit donc de la poursuite, la distribution de moustiquaires chez les femmes qui viennent consulter pour les peser. Donc, elles recevront toujours les pesées. Également, nous avons le traitement préventif intermittent à travers l'administration de doses de médicaments pour prévenir donc, le paludisme chez ces femmes enceintes-là. Et nous avons prévu également 4 campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est une stratégie que l'OMS recommande dans les pays où l'incidence du paludisme est élevée. C'est de prévoir pendant la période à haute transmission du paludisme, c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, de faire des campagnes de distribution de médicaments à titre préventif chez les enfants de 3 mois à 59 mois. Et cela permet de réduire de manière notable l'incidence du paludisme, en tout cas dans les communautés. Donc au-delà de ça, ce qu'on peut dire également, pour ce qui concerne le diagnostic et la prise en charge des cas, le dispositif il est déjà présent puisque nous avons un certain nombre de médicaments, les ACT, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui sont disponibles également dans les formations sanitaires. Nous avons les tests de diagnostic rapide qui permettent de faire le diagnostic du paludisme. Et également, je pense que les agents également ont reçu les différentes directives pour pouvoir prendre en charge de manière adéquate les patients qui souffriraient du paludisme. Oui, c'est vrai que bon, ce n'est pas de votre ressort, mais est-ce que vous êtes en contact avec la municipalité, par exemple, pour qu'on puisse éviter les poches ou le développement de ces moustiques ou voilà. Oui, il faut dire qu'au cours de l'année 2016, où nous avons été confrontés à l'épidémie de dengue, nous avons travaillé de concert avec la municipalité et vous avez sans doute vu la campagne qui a été lancée et qui a connu donc une mobilisation de la communauté pour détruire à peu près les gîtes larvaires. Mais je pense que nous devons aller de manière plus structurelle, travailler avec les différentes municipalités, de telle sorte à ce que nous puissions assainir l'environnement, quand on sait que l'environnement, bien sûr, joue un rôle important, c'est un déterminant important pour ces maladies. Oui, donc je pense que nous allons continuer sur cette ligne, travailler avec les municipalités, non seulement au niveau des villes, mais également au niveau des communes rurales, de telle sorte à ce qu'on renforce ce que nous avons comme action sur le terrain. Oui, vous avez évoqué tantôt la dengue. L'année dernière, on a eu comme une sorte de tâtonnement dans les services de santé. Il n'y avait pas de diagnostic assez exact. Finalement, est-ce que cette année, ce souvenir est derrière nous? Oui, il faut dire que nous avons été confrontés à une épidémie de dengue d'une ampleur quand même jamais égalée pour ce qui concerne notre pays. Il y avait même la confusion entre le palu et la dengue. Et les gens ont fini par dire c'est le palu-dengue. Tout à fait. Cela est lié au fait que ce sont des maladies émergentes ou réémergentes qui ne sont pas suffisamment connues, en tout cas sous nos tropiques ici, parce qu'ayant fait l'objet de confusion pendant longtemps avec le paludisme. Mais quand vous regardez, le paludisme est reculant, est en train donc de reculer, laisse apparaître maintenant un certain nombre de maladies telles que les arboviroses et dont fait partie également la dengue. Et bien sûr, à la suite du Burkina Faso, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de pays frontaliers qui ont également connu leur épidémie.
et qui étaient également confrontés aux mêmes difficultés que nous avons eues pendant cette période. Donc je ne vais pas citer ces différents pays, mais nous avons été contactés pour également voir comment également les accompagner. Ça veut dire qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes liés au fait que la dengue, c'est une maladie virale qui est transmise bien sûr par un moustique. Donc il y a deux problématiques. Les maladies virales, vous savez bien que pour le diagnostic de ces maladies, cela fait appel parfois à des techniques telles que la PCR, qui sont des diagnostics moléculaires, que nous n'avions pas donc à l'époque, mais que nous avons acquis depuis lors, en tout cas depuis décembre passé. Donc cela veut dire que vous avez le plateau technique disponible? Nous avons le plateau technique disponible aujourd'hui pour faire le diagnostic de la dengue et même au-delà de certaines maladies hémorragiques telles que la fièvre de Lassa, la fièvre Ebola. Nous avons ces plateaux techniques disponibles actuellement. Et il faut dire qu'au-delà de cela, la problématique des tests de diagnostic rapide, bien sûr, a été posée à l'époque. Et vous vous rappelez qu'en février, nous avons tenu un panel d'experts sur la dengue pour réfléchir sur comment faire pour avoir un système de surveillance épidémiologique qui soit performant et qui nous permette de détecter à temps une épidémie lorsqu'elle survient. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites. Les tests de diagnostic rapide, il sera difficile de mettre les tests de diagnostic rapide dans toutes les formations sanitaires liées au coût de ces tests et que ce n'est pas, en termes de rapport coût-efficacité, ce n'est pas donc efficace. Néanmoins, le panel a retenu que nous puissions mettre en place un système de surveillance sentinelle et dans certains hôpitaux, nous aurons un certain nombre de tests de diagnostic rapide qui seront là, mais qui seront complétés par les dispositifs que nous avons à Bobo-Dioulasso au niveau du centre Muraz, qui permettra de confirmer effectivement ces différents tests-là. Parce que les tests de diagnostic rapide posent toujours des problèmes donc, de fiabilité. Donc il nous faudra un certain temps également pour tester également ces tests-là par rapport à la méthode standard qui est donc la PCR. Donc, au-delà de cela, il faut dire que, comme vous le disiez, nous sommes préparés pour cette année pour que, en tout cas, à différents niveaux, nous puissions répondre de manière prompte lorsque nous serons confrontés à une épidémie. Et cela passe par donc, le renforcement des capacités des agents de santé à pouvoir donc, diagnostiquer la dengue. Nous avons profité donc, de la période pour former un certain nombre d'agents de santé. Et nous avons également évalué le dispositif de préparation à la dengue au niveau des différentes régions. Nous avons prépositionné un certain nombre de médicaments de prise en charge des cas graves dans toutes les régions également. Et en tout cas, pour ce qui concerne donc, la surveillance, depuis le début de l'année, nous notifions également les cas de dengue parce que nous avons toujours un certain nombre de tests de diagnostic rapide qui sont dans les hôpitaux. Mais nous prévoyons en acquérir autour de 10 000 à 15 000 tests qui seront disponibles au cours du mois d'août pour donc, nous permettre... une batterie de mesures. Il y a une batterie de mesures pour nous permettre en tout cas de répondre de manière adéquate à toute épidémie. C'est une problématique qui est posée au niveau mondial. Les arboviroses, dont la dengue, la maladie Zika, qui est posée et qui est assez complexe parce que lorsque vous revenez encore à notre épidémie, il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse, notamment à la question des seuils épidémiques. Et le panel nous a donné comme recommandation de faire un suivi sur 2 ans pour nous permettre d'avoir les différents seuils épidémiques. Il y a la question de la résistance donc, des Aedes, notamment dans la ville de Ouadou. Pourquoi est-ce que nous avons une si grande résistance des Aedes aux péritronoïdes qui sont couramment utilisés comme insecticides pour détruire? Nous avons été obligés de passer donc à des gammes un peu supérieures pour pouvoir donc faire la pulvérisation. Il y a des questions. Pourquoi cela? Nos chercheurs sont effectivement en train de travailler là-dessus. En attendant la réponse, on vous remercie d'être venu nous donner tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Dr Brice Wilfried Bikaba et vous êtes directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. À présent, nous allons aborder un phénomène, l'albinisme. Qu'est-ce que l'albinisme? Comment se prémunir contre les cancers de peau pour les albinos? Kadir Omen, qui a enquêté pour nous, voici ses réponses. 11 décès pour cause de cancer de peau entre 2011 et 2017 chez les personnes albinos au Burkina Faso. C'est un tableau peu reluisant que dresse ici le président de l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos. Une association qui engage la sensibilisation sur l'albinisme au profit des albinos et des parents d'enfants albinos. De nos jours, nous remarquons que le cancer de la peau chez les personnes albinos
prend une proportion vraiment inquiétante, d'où donc l'interpellation de l'ABIPA à ce que tous nous investissions dans la prise en charge de cette maladie. L'albinisme se caractérise par un défaut de fabrication de la mélaline qui donne le pigment noir à la peau. Un manque de mélaline qui expose ainsi la peau de l'albinos à un certain nombre de problèmes dermatologiques. Le pigment noir nous permet de nous protéger. Mais c'est celui qui n'a pas ce pigment-là. Directement, le soleil brûle. Et plus tard, il modifie le gène de certaines cellules qui vont se transformer en cancer. Il y a deux types surtout qui sont observés. C'est le carcinome épidermoïde, qui est un cancer à extension s'étend vite vers le cerveau. C'est ça qui a entraîné les décès que vous avez constaté, qui a été annoncé, les 11 décès. Et il y a l'autre cancer, le carcinome basocellulaire. Lui, il a une malignité plus locale. Autre problème de santé majeur que les albinos partagent, c'est la faiblesse de la vision. Ce problème est responsable de près de 5% de malvoyance à travers le monde entier. C'est dire que ça constitue un véritable problème de santé publique. Le problème est dû au fait effectivement que le défaut de pigment qu'ils ont sur leur peau se manifeste aussi sur certaines parties de l'œil qui contribuent à réaliser l'image pour le cerveau. Donc ils se trouvent dans une situation de déficit, d'incapacité de réaliser une bonne image au niveau de l'œil. Se protéger du soleil, c'est l'essence de cette séance de sensibilisation sur l'albinisme. Une cérémonie qui marque le début d'une campagne de dépistage des cancers de la peau et des maladies oculaires chez les personnes albinos dans les régions des Cascades, du centre-est et des Hauts-Bassins. Des régions considérées comme des foyers d'albinos estimés à plus de 500 au Burkina Faso. Le ministre de la Culture sur les traces des tirailleurs sénégalais qui reposent à Batié dans le sud-ouest du pays. Tahirou Bari a visité également des sites culturels et touristiques de Gawa et Gomblora. Et parmi ces sites, le mausolée de Nani Palais, un balafoniste hors pair célèbre dans la région, et la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny à Batié. Ces sites sont en état de dégradation et pour Tahirou Bari, la nécessité s'impose de les restaurer. Madou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo sont nos envoyés spéciaux à Batié. Compte rendu. Le ministre en charge de la culture s'imprègne des réalités des sites culturels et touristiques de la région du sud-ouest. Après le musée des civilisations de Gawa, Tahirou Bari est allé sur la tombe de Nani Palais, le cimetière des tirailleurs sénégalais, puis a visité la résidence du président Félix Houphouët-Boigny à Batié. À Gomblora, vous avez vu l'habitat lobby qui était dans un état de décrépitude après la mort du patriarche. C'est une nécessité de réhabilitation qui s'impose. Nous avons vu également le musée de Gawa où les murs étaient totalement délabrés. C'est également le cas du mausolée Nani Palais, qui est le balafoniste hors pair du sud-ouest. La réfection de la résidence du premier président ivoirien est l'une des principales préoccupations du ministre en charge de la culture. Une réalisation qui va nécessiter une collaboration avec les autorités ivoiriennes. Nous allons engager des démarches et je pense que ce sont des démarches qui ne vont pas laisser indifférent notre pays frère et ami, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir avec les autorités ivoiriennes, les autorités culturelles, ce qu'on peut faire ensemble pour redonner vie à ce bâtiment. Cette tournée a aussi été l'occasion pour Tahirou Bari de rendre visite aux autorités coutumières des deux localités. Et la SNC, la Semaine nationale de la culture, tient parole à travers son secrétariat permanent. La Biennale de la culture à Bobo-Dioulasso vient de produire des œuvres primées à la dernière édition, notamment en littérature. Mais la structure ne s'arrête pas là. Elle souhaite organiser une tournée des ambassadeurs récompensés à Bobo-Dioulasso à l'édition 2016. Des précisions avec Marika Yen et Rachid Ouedraogo sur place à Bobo. Chose promise, chose due. Plus de 50 millions de francs CFA ont été consacrés aux différents lauréats de la dernière édition de la Semaine nationale de la culture. Cette stratégie post-production initiée par les acteurs du monde de la culture vise la pérennisation des acquis de la biennale culturelle. Tous les lauréats qui ont été révélés ont été accompagnés dans la post-production. C'est un ensemble de mécanismes qui a été mis en place
et nous allons poursuivre cet engagement jusqu'à ce que, véritablement, la culture, à travers les différentes révélations, contribue activement au développement économique de notre pays. La stratégie post-production de la SNC se veut aussi un canal de promotion des ambassadeurs de la culture. Aujourd'hui, nous sommes heureux effectivement de présenter les produits, en tout cas de cette post-production, qui, comme je l'ai dit, apporte de la visibilité d'abord aux lauréats et donne en tout cas un certain acquis pour la pérennisation de la biennale qui a vraiment besoin de ces genres d'actions pour se relancer. C'est une promotion dont nous sommes fiers. Et nous espérons qu'après cette promotion-là, nous aurons de la visibilité. Les grandes réalisations post-production de la SNC Bobo 2016 sont entre autres l'organisation d'une tournée des lauréats dans les différentes régions du pays, le soutien à l'édition des œuvres littéraires primées et d'une plaquette des recettes en art culinaire, ainsi que la production d'une compilation de musique en art du spectacle. À l'étranger, le bilan est extrêmement lourd. Au Pakistan, un camion citerne transportant du pétrole a pris feu ce dimanche 25 juin après un accident à Balawalpur dans le centre du pays. L'explosion de la citerne a tué au moins 123 personnes selon un responsable local. Regardez. Le bilan de l'incendie d'un camion-citerne s'alourdit au Pakistan. Au moins 150 personnes ont péri d'après les autorités. Seul reste du drame, les carcasses carbonisées de dizaines de voitures et de plus de 70 motos. Les flammes ont également fait une centaine de blessés qui ont eu le plus grand mal à être traités à l'hôpital Victoria de Bahawalpur, faute de place et d'effectifs suffisants. L'accident s'est produit hier à la fin du ramadan. Des centaines de personnes se sont ruées vers le camion-citerne renversé pour tenter de récupérer un peu des quelques 20 000 litres de carburant qu'il transportait. La police a essayé en vain de les prévenir du danger. C'est une cigarette jetée par un passant qui aurait provoqué l'incendie. La police pakistanaise enquête à présent sur les causes de l'accident du camion-citerne qui était parti de Karachi pour rejoindre Lahore. Et puis cette brève avant de refermer cette édition, l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré évoluera désormais dans le championnat français. Bertrand Traoré vient de signer cet après-midi un contrat de 5 ans avec l'Olympique lyonnais. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du football burkinabé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.